Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. En fait j'ai deux vidéos à filmer, j'ai aucune idée de laquelle je veux en premier. On va partir sur cette vidéo sur les livres que vous devez absolument lire en 2021. C'est pour la plupart des coups de cœur ou alors juste des livres dont on parle pas assez et auxquels on a tendance à pas penser et qui pour moi sont des indispensables dans cette espèce de bagage que t'as de ta vie de lecteur-lectrice. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous fais quand même un petit disclaimer, c'est pas grave. Si vous ne lisez pas ce livre, vous n'êtes pas un mauvais lecteur. Enfin voilà, pas de pression, c'est juste si vous cherchez des idées et que vous avez envie de lire moi c'est un peu pas mon top 10, mais c'est vraiment des livres qui ont vraiment marqué ma vie de lectrice et du coup je pense que ça peut être bien pour vous de les lire. Je vous dis pas que c'est les mieux écrits, ceux qui vont vous faire changer votre regard sur la vie, la littérature. Non, pas du tout. Juste, vous avez passé un bon moment et je sais pas vous, mais moi, c'est juste ce que je recherche quand je lis, quoi. Du coup, il y en a 10. C'était pas vraiment voulu, mais j'ai réussi à faire un top 10, alors je suis plutôt contente. Donc c'est parti. Que j'organise par genre. On va commencer par de la fantasy et je crois que c'est le seul ou presque livre de fantasy adulte que j'ai lu. C'est une trilogie et il s'agit donc de Reine des Cendres de Erika Johansen et c'est la Reine du Tirling en grand format de base. Et mon dieu, c'est tellement bien, mais c'est vraiment de la grosse fantasy. Enfin, je pense pas que ce soit hyper compliqué à comprendre, mais c'est pas du young adulte. Il y a certains trucs un peu problématiques dedans. Je vais vous faire le petit topo de base qui est honnêtement pas hyper original. Vous allez suivre du coup... Ah, c'est ça, Kelsey. Hello Kelsey. En gros, vous suivez Kelsey Raleigh qui, après la mort de sa mère quand elle était toute petite, qui était une reine, donc la reine Elisa, va devoir s'exiler et du coup elle va grandir dans la forêt avec deux personnes, donc un peu un vieux monsieur et un grand-père, non, un peu en mode un peu avec un vieux couple et tout. Elle est élevée au fond des bois, le papy il adore, je dis le papy mais ça se trouve il était hyper jeune, je sais pas, dans mes souvenirs je le voyais comme un petit vieillard, il lui fait lire des tonnes et des tonnes de livres et j'adore vraiment, elle vit un peu dans ce cocon protégé dans cette forêt. Et puis un jour il y a les gardes de la reine qui est un peu une élite et tout qui vient la chercher et qui lui disent bah maintenant il est temps que tu montes sur le trône. Donc là attention, les choses sérieuses commencent. Et c'est juste des intrigues politiques, de la fantaisie quoi, entre des royaumes. Parce qu'en même temps il y a la reine du Mormesne, je sais plus comment ça s'appelle. Un royaume voisin où hyper dark, où en fait la dame qui est au pouvoir c'est une sorcière. Et je crois qu'elle s'appelle la Reine Rouge. Enfin vous voyez, il y a plein de trucs comme ça et c'était génial. Ça peut être un peu long parce qu'en fait, chaque chapitre, vous prenez des gens différents et des fois vous suivez le chapitre d'un point de vue de quelqu'un que vous ne reverrez jamais dans le bouquin ou que tu reverras en coup de vent. Et des fois tu te dis pourquoi ils montrent tout ça, mais en fait ça aide à avoir plein de points de vue sur l'univers et pas juste celui d'une reine. Donc ça c'est plutôt cool. Moi j'ai adoré tous les gardes de la reine et surtout en fait j'ai aimé que il n'y ait pas de grosse romance. Genre, ok, honnêtement, Kelsey, je crois qu'elle a 19-20 ans, donc oui, l'amour est un peu quand même au centre de ses préoccupations. Enfin, c'est pas le centre, mais ça en fait partie. Mais c'est pas une histoire d'amour, le livre. C'est une histoire d'une femme qui essaye de devenir une bonne reine pour son peuple et de défendre ses valeurs. Aussi, il y a un truc un petit peu problématique dedans que j'avais trouvé dans les premiers tomes. Dans le premier, peut-être le deuxième, mais dans le troisième c'est rectifié, c'est qu'en fait Kelsey quand elle va rejoindre la cour, il va se passer un truc qui va faire qu'avant elle était ronde et elle va maigrir et devenir de plus en plus belle. Voilà, vous savez ce que je vais dire. C'est hyper problématique ce côté de parce qu'elle devient maigre, elle devient belle. Mais en fait tu comprends après comment ce processus se passe. Et l'auteur finit par le dénoncer, et même Kelsey finit par le dénoncer. Voilà. Mais c'est juste du coup le regard des hommes sur elle change, et sur le moment j'étais là en mode c'est quoi ça? Mais en fait l'auteur s'en sert au final pour te montrer que c'est hyper problématique. Donc voilà. Moi ça m'a pas dérangé, mais je sais que beaucoup de gens ça les a choqués, et sur le moment ça m'a choqué aussi, mais finalement quand tu y réfléchis, tu te rends compte que ouais l'auteur, je sais pas, c'était nécessaire entre guillemets. Des fois j'aime pas parce que dans les livres ils te parlent de trucs et t'es là en mode ouais t'es pas obligé d'en parler quoi. Alors que là je trouvais que c'était bien. Donc voilà. Et petite mention à Los,
pourquoi j'ai dit Los, à Laura avec qui j'ai lu cette trilogie et c'était trop bien quand on les lisait. Donc voilà, merci encore d'avoir fait partie de mon expérience de lecture. Plou plou plou. On va rester dans de la fantasy mais on va passer dans de la fantasy young adulte. Je vous en parle tout de suite, comme ça après on est tranquille. La relou de service quoi. Voilà, juste lisez un palais d'épines et de roses s'il vous plaît, ok? Merci. J'ai fait une vidéo entière sur ma lecture de cette trilogie. J'ai lu le premier tome à sa sortie, donc en 2016 ou 2017 je crois, à sa traduction en français. 2017. Et après j'avais acheté le tome 2 quand il était sorti mais j'avais jamais continué. Et en fait quand j'étais à Singapour je me les suis tous fait en e-book. Et mamma mia, c'est trop bien. Et le 1 c'est peut-être pas le meilleur. Et le 1 est voilà, un peu bof. Mais en fait ça a été prouvé après par l'auteur qu'elle l'avait écrit des années avant. Et que du coup quand elle a écrit le tome 2 elle a un peu changé de direction parce que ça lui convenait pas. Donc ça peut être un peu bizarre au début. Mais moi j'aime bien parce que du coup ça fait que dans le tome 2 bah tu t'attends pas trop. Et je sais pas, j'aime bien quand l'auteur te manipule un peu. Parce que dans le 1 il y a des personnages que t'adores. Et quand tu lis le 2 tu te mets à les détester. Et t'es en mode ah. Mais au final c'est un peu la vie, il y a des gens que t'adores, puis finalement c'est des connards, voilà. C'est une réécriture à la base de La Belle et la Bête, mais c'est plutôt éloigné. Vous avez plein de royaumes, vous avez des grands seigneurs de chaque cour, et vous comprenez qu'il y a une espèce de malédiction sur la cour du printemps. Je vais pas trop vous en dire. Faire via la frontière avec ces royaumes, du côté humain, c'est une mortelle. Un jour elle va chasser et elle va tuer quelqu'un qui est en fait un immortel, qui vient de l'autre côté. Et du coup, un grand seigneur de la cour du printemps va venir la voir et lui demander mais j'ai du mal à parler aujourd'hui, comme dette en échange de la vie de son sujet qu'elle vienne habiter avec lui. Voilà, c'est un peu un kidnapping quand même. Hein. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a une malédiction sur cette cour de printemps et que c'est dirigé par une reine. Enfin bref, je vais pas trop vous en dire, mais c'est vraiment cool. Et le début peut paraître long, mais c'est vraiment, j'ai l'impression, important pour que l'univers se pose. Et sachez que les 100 dernières pages, c'est probablement les 100 dernières pages les plus what the fuck que j'ai... C'était bizarrement dit ça aussi, que j'ai lu de ma vie. Enfin, en fait, en 100 pages, il se passe tellement de trucs que ça aurait été juste un tome. C'est un peu... J'ai envie de vous dire un mot pour vous donner envie de le lire. Je vais juste vous dire un peu épreuve Hunger Games. Oh, ça va, c'est pas mal ça. Bref, je pense que c'est l'heure pour vous de lire cette saga si vous ne l'avez pas encore lu. Et voilà, en plus la trilogie est sortie en entier. Le tome qui sort là en février, en anglais, c'est pas du tout... Enfin, c'est une trilogie secondaire. C'est pas sur le même personnage que là-dedans, donc voilà. Je vais rester aussi dans une saga culte. Je vais vous parler... mon poignet s'est cassé. De Six of Crows, de Leigh Bardugo, que j'ai lu il y a pas mal de temps. Je sais pas. En vrai, je pense que j'ai dû le lire en 2016 par là, au moment où il était un peu hype. Ah, quand est-ce qu'il est sorti lui aussi? 2016. Punaise, Agathe, oh, t'es trop forte. C'est l'histoire de Gasbreaker qui est un malfrat un peu. Je sais pas si c'est le mot adapté, mais il grandit dans un quartier, voilà, après t'apprends un peu sur son passé tout ça, et il va avoir un contrat qui va lui demander en fait d'aller voler quelque chose, et du coup il va réunir 6 personnes pour aller faire ce casse. Voilà. Et il y a des pouvoirs, et il y a des histoires de royaumes, et en fait normalement cette duologie de Six of Crows est censée faire suite à Grisha. Mais Milan l'a sorti dans l'autre sens, mais Six of Crows est apparemment beaucoup mieux. J'ai pas encore lu Grisha, mais je vais bientôt le lire pour la sortie de la série en avril. Donc n'hésitez pas à vous plonger là-dedans, parce qu'en plus la série sort, donc voilà. Et je vous jure c'est un univers vraiment bien, et au début quand je l'ai lu j'étais pas vraiment sûre d'avoir autant aimé. Notamment le 2, et en fait plus j'y pense et plus je me dis que cette duologie vaut vraiment le coup, et ouais je pense qu'il faut que vous le lisiez. Ça se trouve la moitié d'entre vous ont déjà lu tous ces livres, vous me le direz dans les commentaires parce que ça se trouve je parle le truc mais ça vous paraît totalement sûr de vous. Sachez qu'après c'est des livres un peu moins hype. Je vais vous parler de 2 romans qui sont pour moi très avec des revendications fortes. On va parler de ça comme ça. Déjà je vous parle de... Yes. Je crois que ce poster va finir par rentrer dans le mur depuis le temps qu'il est là. Mais c'est tellement un livre important et incroyable et le message est tellement bon que j'adore l'avoir là. Et l'affiche est belle en plus, à proprement parler. Mais donc c'est The Hate You Give de Angie Thomas. J'ai jamais vu le film d'ailleurs, faudrait que je le voie. Vous suivez une fille, Star, qui a 16 ans et qui va en fait devenir témoin de l'assassinat de son meilleur ami par un policier. Et de là, Star en fait elle a toujours eu un peu les fesses entre 2 chaises, dans le sens où elle est dans un quartier
afro-américain dans une... Bah, elle a grandi où? Dans le Bronx? Non. Hein, ils disent elle vit dans un quartier difficile rythmé par les guerres entre gangs et les descentes de police. Sauf qu'en fait ce qui se passe c'est que tous les jours elle quitte ce quartier et elle va dans une école privée avec que des blancs et en fait du coup elle le dit qu'en elle il y a deux personnes. Il y a cette fille qui a grandi dans les quartiers et il y a cette fille qu'elle devient quand elle rentre dans ce lycée. Et ce qui se passe après que son meilleur ami se soit fait tirer dessus c'est que elle a un espèce de choix à faire parce que avec ce qu'elle a vécu et avec toutes les preuves qu'il y a, elle peut devenir un symbole de revendication et elle peut essayer de faire changer les choses. Sauf qu'en même temps elle se dit qu'elle n'a pas la force de devenir cette personne et qu'elle préfère rester la star, ouais c'est ça, la star, ce qu'elle s'appelle star. La petite blanche sage qui va dans le lycée bien cotée, qui va lui assurer un avenir plutôt que Star, la défenseuse des droits de l'homme qui risque de lui poser problème plus tard quand elle voudra avoir un avenir. Et ce combat qu'il y a entre elles deux, ses parents, comment ils l'accompagnent, c'est magnifique, vraiment. Et je trouve que tu peux pas lui en vouloir à Star de vouloir se protéger et en même temps t'es là en mode vas-y, tu peux faire changer les choses. Et en fait, ça te pose toute cette question de est-ce que si t'étais vraiment témoin de quelque chose, toi, tu agirais et tu changerais les choses ou tu resterais spectateur? Bref, voilà. Et l'autre, c'est pas un livre à proprement parler, mais c'est une auteure qui est pour moi une de mes auteurs préférées. C'est donc Ruta Sepetys. Je pensais particulièrement à ceux qui n'ont pas pu nous prendre. Mais vous avez également Le sel de nos larmes qui a été... Ces deux livres ont été des super belles découvertes. C'est pas des livres faciles. Voilà. Ruta Sepetys, elle est un peu forte pour parler de sujets un peu durs. Un peu forte, un peu durs. Dans celui-ci, elle parle des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale avec du point de vue d'une jeune lituanienne qui est donc baladée de camp en camp et voilà, et c'est l'horreur des camps qui est racontée dans ce livre. Et en fait vous voyez juste le titre dit tout, ceux qui n'ont pas pu nous prendre, c'est l'idée que quand t'allais dans un camp, t'étais une chose, t'étais plus rien, t'es même plus une personne, et c'est quand même un message d'espoir derrière de ce que Lina va essayer de garder avec sa famille. J'ai lu ce livre quand j'étais en 6ème, c'était un peu tôt honnêtement, mais lui par contre il a changé ma vie définitivement et il est incroyable, donc je vous le conseille fortement. En plus il est sorti en poche, mes petits loustiques. Celui-ci je l'ai lu plus tard, j'avais le pied dans le plâtre, donc c'était à la fin de ma seconde. Lui en fait il raconte la plus grande catastrophe maritime de l'histoire, elle a fait combien de fois plus de morts que le Titanic? 6 fois plus de victimes que le Titanic. Yes madame. C'est en 45 aussi, donc c'est toujours des romans placés dans une période historique avant, nous. Et là vous allez suivre 4 adolescents différents, donc je crois que les chapitres alternaient. Et ils sont à bord de ce bateau, et chacun est là pour une situation différente, chacun a une vision différente de son avenir, et voilà. Et c'est encore une fois un beau message pour la jeunesse, mais c'est triste. Voilà. Dans ma palle, j'ai également Hôtel Castellania, qui est... c'est ça, hein, il s'appelle comme ça. Ah non, il a été traduit en français sous Hôtel Castellana, mais en anglais c'est Les Fontaines du Silence. Et lui, il prend place en Espagne en 57, donc là c'est sous Franco. Et j'ai également un autre, mais je sais pas où il est. Ah, il est là. J'ai aussi Big Easy, qui lui prend place à la New Orleans. J'avais lu 36 pages mais c'était pas le bon moment. Ouais c'est ça, la New Orleans, waouh, les souvenirs à carte. Et en fait lui c'est une jeune fille, je croyais que ça traitait de prostitution mais je suis vraiment pas sûre, mais en tout cas c'est une fille qui a vraiment une vie pourrie et qui se bat pour aller mieux. Voilà, donc encore une fois je pense que c'est très fort. Oui c'est ça, elle a grandi dans une maison close du quartier français, celui de la mafia, des affaires louches et des gens sans avenir. Pourtant Josie a un rêve, quitter cette ville surnommée The Big Easy, et pourtant si peu easy, pour entrer à Smith, prestigieuse université du Massachusetts. Impliquée dans une histoire de meurtre, dépouillée par sa mère et endettée, tout pousse la jeune fille à suivre elle aussi la voie de l'argent facile. Mais Jo vaut beaucoup mieux que cela, et ceux qui l'aiment le savent bien. Voilà, ça a l'air vraiment... pépite, comme on dit chez moi. Je me suis rendu compte l'autre fois, j'ai essayé de compter le nombre de fois où je fais pépite et ça fait un peu beaucoup. Et Mamma Mia aussi, je le dis beaucoup. Oh là là. On va aller vers les trucs un peu plus légers. Et là, souvent, c'est un peu des romances. Il y en a un qui est pas tout à fait une romance avant, qui a un livre, oh là là, magnifique. Si vous aimez tout ce qui est Nos étoiles contraires, Five Feet Apart, vous voyez tous les livres comme ça, Les derniers battements du cœur. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pleuré. En fait, vous suivez un garçon qui s'appelle Luc et qui a 16 ans.
Et quand il était tout petit, il a subi une greffe de cœur. Et du coup, ça fait, je sais pas, genre 15 ans, un peu moins, qu'il vit avec le cœur de quelqu'un d'autre. Ce qui se passe, c'est que son cœur commence de nouveau à déconner et il va devoir subir une deuxième intervention. Sauf que Luke, il en a marre et il pense qu'il a fait son temps sur Terre, donc il se livre par l'euthanasie. Il y a pas mal de trigger warning dans ce livre. Et en fait, son choix est fait et parallèlement, tu suis aussi sa meilleure amie Evelyn, qui elle, je sais plus ce qui se passe exactement, mais disons que chez elle, c'est pas facile et c'est même très violent. Et les deux, en fait, ont une très belle relation. Et un jour, Luke va lui dire que comme il lui reste peu de temps à vivre s'il a pas bientôt une greffe, il va entamer un road trip vers l'Oregon, je crois. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, en Oregon, l'euthanasie est légale. Sauf qu'il le dit pas à Evelyn. Et Evelyn, en fait, elle, pour fuir un peu tout ce qui se passe chez elle, va décider de l'accompagner dans ce road trip. En fait, les deux, elle décide de lui redonner goût à la vie pendant ce road trip, sauf que lui, il sait très bien pourquoi il va en Oregon et que c'est les derniers moments qu'il passe avec elle. Voilà, je vous ai dressé un tableau plutôt joyeux. Mais honnêtement, c'est un très beau livre et c'est joli, c'est poétique. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. C'est Kaylee Work, c'est celle qui a écrit, il y a deux auteurs, hein, mais Kaylee Work a écrit Le temps de l'innocence, quelque chose comme ça, qui a beaucoup plu à plein de gens. Donc voilà. Et ce qui se passe en fait, c'est que pendant ce voyage, Evelyn, elle en fait, elle est depuis toujours amoureuse de Luke. Et dans l'histoire des livres jolis, poétiques, tout ça, qui traitent un peu de sujets difficiles quand même, je vous parle forcément de Brigitte Kéméraire. C'est pas celui-ci particulièrement que je voulais vous parler, c'était PS Tu me manques, qui est un de mes livres préférés, je vous en parle à H24. La petite couverture bleue là que vous pouvez voir. Voilà, celui-ci incroyable, vraiment une pépite. Yes. Et lui, c'est le roman compagnon, c'est sur les meilleurs amis, un truc comme ça. Enfin, c'est sur des gens que tu vois dans leur bande de potes. En fait, déjà dans PS Tu me manques, vous allez suivre Juliette et je me rappelle plus du monsieur. Et en fait, Juliette a perdu sa maman et du coup, elle lui laisse des lettres sur sa tombe en exprimant en fait toute sa douleur et tout. Et à côté, tu suis machin, je sais plus comment il s'appelle, qui lui, je sais pas qui a ce livre, est-ce que c'est Marine ou ma soeur? Je sais pas, mais il va falloir qu'elle me le rende. Hein. Et lui, pareil, il a une vie aussi un peu merdique et il s'est fait choper en train de faire un truc. Je suis trop bête, j'ai mis tous mes livres devant la ring light, c'est normal qu'il n'y a plus de lumière. Oh là là, quel imbécile. Ah bah oui, c'est tout de suite différent. Mais achetez-moi ce cerveau, oh là là. Et lui, il est condamné à des travaux d'intérêt généraux, du coup il doit nettoyer le cimetière où Juliette laisse les lettres, et il va tomber sur les lettres, et en fait il va commencer à lui répondre. Et Madre Mia, j'adore les romans épistolaires, vraiment c'est un truc, mon petit péché mignon. Et là il y a un petit peu de romans épistolaires, et vous commencez à communiquer au début par lettre, puis ensuite par mail, et c'est génial quoi, c'est génial jusqu'à ce qu'ils se rendent compte, blablabli, bliblablou, je t'en fais pas un dessin, mais c'est génial, c'est vraiment trop beau. Et dans celui-ci, j'avoue que j'ai beaucoup de souvenirs de celui-ci, il faudrait que je le relise, mais vous allez suivre Rêve et Emma. Emma, je crois que c'est une associable, je sais plus si elle sort de chez elle en vrai, mais en gros elle a créé un jeu vidéo, elle s'enferme dedans et elle joue toute sa journée là-dessus. Et Rêve, lui, pareil, il s'est un peu compliqué sa vie et je crois qu'il vit qu'avec sa mère. C'est possible que je dise une bêtise, mais un jour il va recevoir une lettre de son papa qui va du coup le mettre un peu mal et tout. Et pareil, encore une fois, un très beau livre. Vraiment, en fait c'est surtout que j'ai l'impression que les personnages de Brigitte Kéméraire sont sains, mais vraiment très sains et qui veulent juste le bien les uns pour les autres. Et c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Ensuite on va passer à un livre qui est très dépouillé, je pense que je vais me le racheter en anglais parce que là je ne peux plus. C'est Inaccessible de Katharine McGee. Les gars, s'il vous plaît. Est-ce que vous aimez Gossip Girl? Est-ce que vous aimez les dramas? Est-ce que tout ça? Oui, génial, ce livre est pour vous. Si toi t'aimes pas, ce livre est pour toi quand même. Dans ce livre vous suivez, donc c'est dans le futur, où en gros toute l'humanité est retrouvée dans une tour, voilà. Ce pan de l'histoire un peu dystopie est pas hyper abordé honnêtement, c'est pas là le centre de l'histoire, mais c'est le principe que les gens les plus riches vivent en haut et les plus pauvres vivent en bas, et c'est vraiment, la tour est immense, c'est-à-dire que dans certains étages, tu as des centres commerciaux où tu dois te trimballer en navette d'un bout à l'autre. Vous voyez, c'est pas juste ton petit étage de bureau quoi. Et sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a une bande un peu hype, tout ça. À la Gossip Girl, vraiment pour moi c'est Gossip Girl dans le futur. Et un jour, le mec qui nettoie au pied de la tour, il tombe sur quoi? Un corps. Le corps de la personne qui vit tout en haut, qui a été poussée. Boum. Enfin poussée. Est-ce qu'elle a été poussée? Est-ce qu'elle a sauté?
ce qui se passe, c'est que bah, tu vois son meilleur ami, tu vois son petit ami, tu vois. Et en fait, tous les chapitres changent de point de vue à chaque fois. Et à la fin de chaque, t'es là en mode ah non, mais c'est lui du coup. Et puis non, c'est lui, non, c'est lui. Et voilà. Et il y a un tome 2. J'ai pas lu le tome 2, je sais que ce livre je l'ai lu dans la nuit, vraiment je pouvais plus le lâcher, j'étais chez mes grands-parents, ma grand-mère en avait trop marre parce que le matin je me levais hyper tard parce que je lisais jusqu'à 4h du matin pour lire ce livre. Et vraiment chaque personnage a plein de secrets et vraiment c'est trop bien ce livre. Pour moi il est trop passé inaperçu et ouais, j'adore, enfin voilà. Faut vraiment que je lise le 2 et il y a un 3 également. Dites-moi si vous avez lu la suite, si vous avez autant aimé la suite. Si vous aviez déjà aimé le 1, mais ça m'intrigue énormément. Mais je pense que du coup je relirai le 1 parce que je veux vraiment avoir tous mes souvenirs. Et le dernier, c'est une petite romance que j'avais plutôt bien aimée, avec des tatoueurs, un peu bad boy. Toi-même, si tu sais un peu le milieu de la romance, tu sais de quoi je parle. Je vous parle de Marked Man, enfin Marked Man. Ça stresse énormément de gens, parce qu'en français on s'est mis à dire Marked Man, mais c'est pas comme ça qu'on dit, bref, c'est pas grave. Et celui-là c'est le tome 4, bon, forcément commencer par le 1. Parce qu'en fait c'est celui sur Nash, et Nash pour moi c'était un des meilleurs personnages, c'était le plus gentil, le plus mimi. Voilà. Et en plus c'est avec une fille qui s'appelle Sainte, et Sainte elle est infirmière, et vraiment genre c'est toute sa vie son métier. J'avoue que je m'en rappelle plus trop mais j'aimerais trop le relire. Et elle a pas de place pour l'amour, voilà. Et en fait moi je m'attendais vraiment à ce que ce livre soit le plus léger de toute la saga des Marked Men, mais pas du tout parce qu'en fait Nash va découvrir un truc dans ce livre qui fait que lui va être un peu torturé et tout, perdu quant à son avenir et comment envisager le futur. J'ai dit 2 fois la même chose. Et c'est trop bien. Et puis tu continues de suivre tous les autres. Il y a vraiment cet esprit de cohésion autour de tous les collègues qui travaillent dans le salon de tatouage. Et ouais, pour moi c'est une des meilleures sagas de New Romance qui a été faite. C'est New Romance ça? Ouais. Vous l'avez probablement déjà aimé. Lu. Pas du... et aimé peut-être. Mais voilà, pour moi il est vraiment top. Et puis la phrase c'est apprendre à s'aimer soi-même pour goûter au véritable amour. Exactly my girl. Et bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir. J'ai l'impression d'avoir un peu parlé de livres que vous connaissez déjà. J'ai pris mon temps pour vraiment vous parler de chaque livre. J'ai essayé de faire des résumés. J'espère que ça vous tentera. N'hésitez pas à me dire si vous en aviez déjà aimé. Faites attention de ne pas spoiler dans les commentaires forcément. Et puis bah j'ai hâte de répondre à tout ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.